Bonjour ou bonsoir selon les endroits où vous êtes et d'où vous me regardez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheikh pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Et mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Je suis content de vous retrouver ceux d'entre vous qui ont l'habitude de me suivre dans ce que je dis. Parfois bon, parfois mauvais. Mais enfin, j'ai décidé quand même de vous accompagner comme chroniqueur donc, de cette affaire judiciaire du procès procès de la décennie, procès de Ould Abdelaziz et du procès du siècle. Le 6 avril, donc, les choses ont repris après un mois de pause, 15 jours pour un référé à la Cour constitutionnelle à la demande des avocats de la défense, et puis 15 jours donnés par le président du tribunal à Ould Abdelaziz de ramener à de meilleurs sentiments le pôle de ses avocats, c'est-à-dire les avocats de la défense. Donc, et puis depuis, il y a eu 2 audiences au cours de laquelle 4 témoins ont été entendus, 4 témoins dont 2 hommes d'affaires, un ministre et un officier supérieur à la retraite. Ces 4 auditions ont permis d'abord de constater que les choses ont commencé à aller dans le fond. Elles ont commencé à aller dans le fond parce que le temps a été donné par le chef de l'État qui, au cours de la première audience, a été appelé à la barre. Il s'est présenté et a profité, évidemment, comme on s'y attendait, de cet appel à la barre pour d'abord rappeler à ceux qui ne se souviennent plus qui il était. Et ensuite, de faire le bilan de ces 2 mandats effectués à la tête de ce pays.
ce qu'on ne lui demande pas, mais enfin, il attendait cet instant pour le dire, et il l'a dit. Mais il a plaidé non coupable, c'est-à-dire qu'il rejette du revers de la main toutes les accusations qui sont portées contre lui. Et les chefs d'accusation sont très nombreux. Il y a parmi lesquels donc le blanchiment d'argent, il y a l'abus du pouvoir, l'acquisition de domaines publics qui sortent donc de toute réglementation en vigueur. C'est une première et c'était important parce que c'est pour la première fois que l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, décide de parler. Il a toujours refusé de répondre aux questions. D'abord des enquêteurs de l'Assemblée nationale, ensuite aux policiers de l'enquête préliminaire qui sont en charge de cette affaire, donc la police des crimes financiers et économiques, et puis au pôle des 3 juges d'instruction, et il n'a pas répondu, et évidemment aux juges d'instruction, il n'avait pas répondu. Donc c'est important d'abord de constater que le président est décidé cette fois à parler pour se défendre, parce que c'est normal, il doit se défendre. S'il dit qu'il est innocent, il doit le prouver. Mais le procès commence très mal pour lui parce que des témoins ont été appelés à la barre. Et ces témoins qui ont été appelés à la barre, je l'ai dit, sont 2 hommes d'affaires, un ancien ministre et un général à la retraite. Et ça ne s'est pas passé du tout, peut-être, comme prévu pour le chef de l'État, dont les témoignages, pour la plupart, ou tous d'ailleurs, ont été des témoignages à charge, c'est-à-dire qui incombent au président des faits accomplis. Donc, le premier de ces témoins est le ministre, nous allons le prendre dans l'ordre, le ministre Ba Ousmane. Le ministre Ba Ousmane a été appelé à la barre parce qu'à l'époque où il était ministre, il avait été décidé donc de retirer du parc des établissements scolaires, des écoles qui étaient destinées à la vente. À l'époque donc ministre, c'est Ousmane Ba, le ministre, qui a donné les instructions pour que ces établissements soient retirés donc du parc des établissements scolaires. Il a retiré, pourquoi? Il a retiré sur, d'après lui, les ordres reçus du Premier ministre qui était à l'époque Yahya Ould Haddamine, qui est justement dans le box des accusés. Alors, le ministre, on l'appelle comme témoin dans cette affaire. Mais est-ce que le ministre est habilité à décider donc du retrait des établissements du parc des établissements scolaires? La question, elle est là. Ensuite, où on peut situer la responsabilité de cet ancien ministre? La question aussi, elle est là. Donc, c'est peut-être une matière à débat pour les avocats, aussi bien ceux de la défense que ceux de la partie civile. Nous reviendrons sur donc, la déposition de l'ancien ministre. La seconde déposition des témoins, la seconde déposition du témoin est celle de Selman Ould Brahim. Selman Ould Brahim est un cas un peu particulier. Selman Ould Brahim est un ami personnel à Ould Abdel Aziz. Si j'ai dit est un ami personnel à Ould Abdel Aziz, c'est lui-même qui l'a dit, parce qu'il dit qu'il pouvait rentrer et sortir de la présidence ou du domicile comme il rentre ou il sort d'un moulin. Ça, c'est d'abord, il faut le préciser, c'est important. Donc, ça veut dire que l'homme a des relations extrêmement étroites et peut-être très importantes, et pour l'un et pour l'autre, des 2 hommes.
En tout cas, on retiendra de ce que Salman Ibrahim a dit, c'est qu'il avait de l'argent pour l'ancien président, 1,77 milliard d'ouguiya, en dépôt chez lui. En dépôt chez lui, pourquoi? Parce que ce n'est pas une banque. Donc, il faut bien se poser la question de savoir pourquoi. Mais dans sa déclaration, ce qui peut peut-être se retourner contre lui, il a dit il me confiait de l'argent et il m'en donnait de temps en temps. Il m'en donnait de temps en temps. Peut-être, d'ailleurs, pourquoi pas, il sera utilisé par les avocats, les uns et les autres, comme étant donc la preuve qu'il était un homme corrompu. Mais je crois aussi que la corruption peut toucher l'ancien président, qui est corrompu, peut-être, par les prestations de services de Salman Ibrahim, qui lui sert donc de prête-nom et d'écran de fumée pour des activités illicites qu'il entreprend. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Salman Ibrahim qui l'a dit, parce qu'il a dit qu'il a été chargé par le président, l'ancien président, d'acheter donc des véhicules frigorifiques et d'acheter des véhicules pour la sécurité des routes et d'acheter des tissus pour l'usine de confection des habits de l'armée nationale. Donc c'est Salman qui accuse le président. Donc voilà donc des faits concrets qui sont riches, quand on dit riches sur le plan judiciaire, c'est parce que sont riches d'éléments qui peuvent permettre le débat. Parce qu'un tribunal, c'est avant tout un débat au cours duquel donc il y a des bras de fer de texte, je le précise bien, entre les différents avocats pour chacun défendre de son côté l'intérêt de son client. Ce qu'on peut peut-être retenir de Salman Ibrahim, c'est deux choses. D'abord qu'il a lâché son ancien ami, parce qu'il a dit que c'est son ami depuis les années 90. Et moi, personnellement, en tant qu'analyste, je pense que Salman Ibrahim est l'homme qui a coopéré avec la police. Il a coopéré avec la police et puis il a coopéré avec la justice. Pourquoi? Parce que lorsque une perquisition a été décidée par la justice ou les enquêteurs, en ce moment, il avait 1,77 milliard d'ouguiya en dépôt chez lui pour l'ancien président. Et il y avait un marché dont les engagements n'ont pas été honorés. D'après lui, c'est l'achat donc des véhicules frigorifiques. Donc il y avait un montant qui avait été payé à l'avance par l'ancien président et donc qui est acquéreur et une partie qui n'a pas été payée. Donc lorsqu'on a retrouvé chez lui 1,77 milliard d'ouguiya, je crois que le chiffre est celui-là, lui a dit lui-même qu'il est allé demander à des mouftis s'il devait, oui ou non, se rembourser lui-même la partie de l'argent qui n'a pas été payé sur le marché qu'il avait conclu avec Mohamed Abdelaziz et que la réponse était oui. Donc il a retiré à la source c'est lui, il a retiré le montant qui n'avait pas été payé par Mohamed Abdelaziz. Ce détail est extrêmement important. Il est important pourquoi? Parce que normalement, dans la procédure, dès l'instant que la police qui enquête sur cette affaire ou la justice qui enquête sur cette affaire a trouvé chez lui un montant en dépôt qui appartient à un homme qui est poursuivi et pour lequel on mène une enquête, à partir de ce moment, il n'a plus, lui, en tant qu'individu, le droit d'imputer quoi que ce soit sur le montant. Le montant devait être saisi par la police ou par la justice, et c'était à la justice de décider est-ce que, oui ou non, il doit être remboursé du reliquat qui ne lui a pas été payé.
Et la justice ne l'aurait pas fait, certainement, parce que d'abord, pour qu'elle le fasse, il faut d'abord que l'accusé, Mohamed El Abdelaziz, reconnaisse lui-même qu'il a bien donné l'ordre, ou il a bien demandé à Selman, son ami, son ancien ami, d'acheter les véhicules et qu'il avait bien avancé une partie du coût du marché et que le reliquat n'a pas été payé. Donc c'est un peu trop compliqué. Le fait que donc, Selman Brahim ait retiré le montant avant que l'argent ne soit saisi par la police et versé donc à la caisse de dépôt et de développement, cela peut signifier qu'il y a eu un peu un arrangement peut-être entre les deux parties. Un arrangement pourquoi? Pour ce qui est arrivé donc à la base, c'est-à-dire que Selman Brahim a chargé quand même son ancien ami parce que en avançant des preuves ou en déclarant des choses qui n'étaient pas à la connaissance des citoyens mauritaniens, il enfonce davantage son ami. Pourquoi? Peut-être il est fait parce qu'il coopère avec la justice et peut-être parce qu'il pense que cela peut lui être utile dans les poursuites qui sont engagées contre lui. Or, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en justice. Parce que lui est un receleur. Il est receleur. D'abord. Ensuite, il n'est pas honnête. Parce qu'il le dit lui-même. Parce que quand il dit qu'il avait reçu $1 million qui était destiné à la campagne des élections présidentielles de Ould Ghazouani, il n'a pas informé Ould Ghazouani, il n'a pas informé donc le directoire de la campagne de Ould Ghazouani que cet argent était chez lui et qu'il était destiné à la campagne, même si ce n'était pas à lui de le faire, mais quand même par honnêteté, il aurait pu le faire, ou il aurait pu le dire avant que ce soit la police qui l'oblige à le reconnaître. Par donc l'enquête qu'elle a menée. Donc un témoignage qui peut être pas très crédible, le témoignage d'une personne d'abord qui a servi d'écran de fumée au président l'ancien président de la République, et puis de prête-nom pour certaines activités qui peut-être sont illicites. Ensuite, le montant qu'il a est un grand montant, c'est ce qui reste. Il y a eu beaucoup d'argent qui est passé par sa poche, de l'argent qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'ancien président, et peut-être qu'il ne s'est jamais posé la question de savoir d'où provenait cet argent. Est-ce que cet argent est licite ou il est illicite? L'autre témoignage, c'est celui de Ould Qadd Bahaï. Il faut savoir que Bahaï, ce n'est pas le cas de Selman Brahim. Selman Brahim est un homme d'affaires qui est inconnu et qui peut-être a bâti sa fortune sur des activités qui sont illicites, sur des activités qui sortent de l'ordinaire. C'est approuvé et peut-être que la justice, en enquêtant, trouvera. Alors que Ould Qadd, c'est un homme d'affaires qui a bâti sa fortune sur un travail de très longue haleine. C'est un homme qui a commencé par peu, mais qui a commencé avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de crédibilité pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'un des hommes les plus riches de la Mauritanie. Ould Qadd est plus riche que Ould Abdelaziz. Il a été toujours plus riche que Ould Abdelaziz. Et il n'a pas besoin de Ould Abdelaziz. Donc c'est le contraire. C'est Ould Abdelaziz qui a besoin de Ould Qadd. Il a besoin de Ould Qadd parce que Ould Qadd, c'est un homme à qui Ould Abdelaziz peut confier de l'argent, ou beaucoup d'argent, sans s'inquiéter que cet argent, un jour, pourrait disparaître ou être détourné. Parce que Ould Qadd n'a pas besoin de l'argent de Ould Abdelaziz. Mais l'opération, elle est une opération propre, parce que chez nous, en Mauritanie, c'est dans nos habitudes et dans nos coutumes, dans nos traditions, que quelqu'un confie à quelqu'un quelque chose parce qu'il veut le mettre en sécurité. Et le montant qui était remis à Ould Qadd, c'est des montants extrêmement importants. Extrêmement importants. Il n'est pas à Ould Qadd de mener des enquêtes pour savoir l'origine de ces montants. Lui, un ami ou
l'ancien président, qui était son ami, lui a confié de l'argent. Donc l'opération est celle-là. Il confie, soit il accepte, il le garde pour lui, soit il refuse. Donc s'il le garde, ce qui lui est demandé du point de vue religieux et du point de vue éthique et du point de vue responsabilité morale, c'est que l'argent qui lui a été confié soit remis dans sa totalité à celui qui l'a confié, et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc, c'est un témoin dont le témoignage peut simplement servir à savoir que le président, l'ancien président Mohamed Aziz, avait des sommes faramineuses qu'il confiait à certains hommes d'affaires. Pour parler de Wolqader, il a cité donc un plafond de 8 milliards d'ouguiya. 8 milliards d'ouguiya, c'est pas peu quand même. Maintenant, il y a un témoignage qui est extrêmement intéressant et qui porte à polémique. C'est celui d'Ahmed Ould Bekri. Ahmed Ould Bekri est un général qui est à la retraite, qui était donc directeur général de la Sécurité nationale. Donc, il dit dans sa déposition que l'ancien président l'a appelé au téléphone pour lui demander de faciliter le travail pour une équipe composée d'un élément du ministère de l'équipement et des personnes qui vont venir pour faire un travail, sans doute de mesure, pour amputer une partie de l'établissement de l'école de police. Et sans hésiter, évidemment, l'ancien directeur général de la sécurité, général en retraite, a pris lui aussi son téléphone et il a appelé le directeur de l'école pour lui dire qu'il y a quelqu'un du ministère de l'équipement qui va venir en compagnie de quelques personnes pour prendre des mesures sur une partie de l'école qui sera amputée. Je vous demande donc de les laisser faire. Donc c'est un ordre qu'il a donné, lui, au directeur de l'école de police. Et c'est un ordre qu'il a exécuté parce que l'ordre ou la demande lui a été exprimée par le président de la République. Il y a quelques remarques importantes à faire ici, parce que là, on est aussi dans le cas d'une richesse énorme de mots, d'expressions, d'informations qui vont permettre aux avocats donc de discuter du fond de la question pour situer évidemment les responsabilités. Pourquoi situer les responsabilités? Parce qu'il faut quand même bien les situer. Est-ce que Ahmed Ould Bekri, le général à la retraite, est habilité à ordonner à ce qu'on ampute une partie du site de l'école nationale de police? La question, elle est là. Ça, c'est d'abord la première question. La deuxième question, pourquoi il ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi le président de la République n'a pas appelé le ministre de l'Intérieur pour l'informer de la décision qu'il a prise pour que ce soit le ministre de l'Intérieur qui appelle le directeur général de la Sécurité pour lui donner, répercuter des instructions. Alors là, il y a un hic. Il y a un hic, pourquoi? Parce que, pourquoi le président de la République a fait appeler directement Ould Bekri, le général Ould Bekri, pour lui demander de faciliter, c'est l'expression qu'il a utilisée lui-même, de faciliter la tâche à l'équipe qui va venir le voir. Et au regard de ce qui s'est passé, parce qu'après le coup du téléphone du président de la République, quelques instants après, déjà l'équipe est arrivée, et lui, Bekri l'a dit, il a reçu dans son bureau, et il a téléphoné au directeur de l'école pour lui demander de leur faciliter la tâche. D'abord, il y a là, il faut faire un petit arrêt, c'est utile de le faire, parce que le directeur général de la sécurité, il dit qu'il ne connaissait pas les personnes qui étaient en compagnie du fonctionnaire du ministère de l'Équipement, ce qui est faux. Impossible qu'ils ne les connaissent pas. Parce que de toutes les façons, le directeur général de la sécurité, il est dans les renseignements, et les renseignements peuvent lui permettre de connaître n'importe qui. Même moi, qui suis en train de parler en ce moment, et même d'autres qu'il n'a jamais vus. Donc, qu'il reçoive, le directeur général de la sécurité, qu'il reçoive des personnes dans son bureau qu'il ne connaît pas, et pour lesquelles il va donner l'ordre d'amputer
une partie de l'école, ça, vraiment, ça met en doute vraiment la crédibilité de ce qu'il a dit. Ça, c'est d'une part. Donc, maintenant, pourquoi la première fois le président de la République est passé par le Premier ministre pour demander au ministre de l'Éducation nationale donc d'enlever les écoles des parcs des établissements scolaires. Et pourquoi cette fois il est passé directement par Bekrin. Bekrin a dit oui, c'est le commandant en chef comment il a appelé ça, commandant en chef des armées, je ne sais pas, moi, l'expression je ne l'ai plus en tête, mais ce n'est pas le commandant en chef des armées qu'il a appelé, c'était le président de la République qui l'avait appelé. Bekrin ne s'en souvient peut-être pas, mais c'est différent. Parce que Bekrin n'était pas dans une caserne, ce n'est pas un chef d'état-major dans une caserne, ou ce n'est pas un officier supérieur dans une caserne qui obéit à des ordres de son supérieur. Là, c'est différent. Il est dans une fonction publique, et cette fonction publique le place dans une hiérarchie que, normalement, il est obligé de respecter. Si maintenant Bekrin pensait que c'est normal, le chef suprême des armées, c'est le président de la République, et lui, étant officier supérieur, il obéit simplement à celui qu'il considère comme son chef. Là, il tire à côté quand même du général Bekrin. Il tire à côté parce que le général Bekrin doit savoir que ce n'est pas la responsabilité qui lui est confiée n'est pas une affaire entre lui et Mohamed Ould Abdelaziz. Non, c'est une responsabilité nationale très grande et très importante pour laquelle il doit réfléchir avant d'agir. Mais on connaît la Mauritanie, malheureusement. Peut-être que le général Bekrin porte des galons qu'il a eus grâce à l'ancien président, mais peut-être c'est son droit, mais ça ne donne pas à l'ancien président le droit de l'utiliser comme agent d'exécution pour des affaires qui lui sont propres. Ça, c'est la première chose. Et lui n'est pas obligé de le faire. Ça aussi, il doit le savoir. Il doit se souvenir qu'il n'est pas obligé de le faire. Parce que quand il sait qu'un jour ou l'autre, la responsabilité sera établie dans ce qui s'est passé, Bekrin devait réfléchir avant de dire au directeur de l'école, il y a des gens qui vont venir vous voir, ils vont prendre une partie de votre terrain, laissez-les faire, mais simplement veillez à ce qu'ils construisent un mur qui sépare le terrain qu'ils vont amputer de l'école. Pourquoi? D'après lui, parce que c'est pour une raison de sécurité. Or, la raison de sécurité n'a pas été réglée. Le problème de la sécurité n'a pas été réglé, parce que le mur qui sépare actuellement ces établissements de l'École nationale de police n'est pas un mur de protection et qui n'empêche rien du tout. Parce que là, on est à un étage à 2 niveaux et le mur n'est pas au niveau même du premier étage. Voilà. Ça, il faut le dire. Mais cela me ramène à quelque chose. Peut-être une remarque. Une remarque que dans le cas du ministre Ousmane Ba et dans le cas du général Bekrin, là, on a des responsables qui ont donc exécuté des ordres qu'ils ont reçus. Ça veut dire que dans ce pays, les fonctions ne sont pas établies sur des responsabilités, c'est mon avis, ne sont pas établies sur des responsabilités qui sont dictées par des textes, ou des textes de loi. Donc, un ministre est nommé par un président de la République, donc il a un devoir, entre parenthèses, moral, d'obéir à ce que dit le ministre, il a devoir moral d'obéir aux instructions que donne le président de la République, que ces instructions viennent directement du président de la République, ce qui est très rare quand même, ou qu'elles viennent par l'intermédiaire du Premier ministre, ou qu'elles viennent par d'autres intermédiaires, parce que dans le cas de Mohamed Ould Abdelaziz, certains ont dit que parfois c'était des particuliers qui venaient pour dire qu'il fallait faire ceci ou il fallait faire cela. Et faire ceci ou il fallait faire cela, c'est ce qui nous ramène à
justement à penser, enfin, où commence la responsabilité d'un responsable et où elle se termine. Et quelle est cette responsabilité? Elle est définie par quoi? Par exemple, pendant qu'on y est, on va citer quand même un exemple. Vous vous souvenez que le président Mohamed Abdelaziz voulait se rendre à Rosso pour assister à un meeting. Et puis, juste à la limite de Nouakchott, il a été arrêté par la gendarmerie pour lui dire qu'il ne pouvait pas se rendre dans le Trarza. Ce qui est d'abord contraire à la Constitution parce qu'il est libre de circuler. Il peut ne pas assister à un meeting, c'est normal qu'on lui dise que les autorités lui demandent, pour des raisons de sécurité, de ne pas assister à un meeting. S'il assiste à un meeting, c'est un Mauritanien comme tous les autres, il a enfin à la loi et aux instructions qui relèvent de la sécurité, on le prend et puis on l'envoie derrière les grilles, des grilles qu'il commence maintenant à connaître par habitude. Alors, le fait qu'on lui dise qu'il ne parte pas, vous vous souvenez, et lui, il avait posé la question pour dire pourquoi. Pourquoi il ne peut pas se rendre à Rosso? Alors, d'après lui, il dit que la réponse qui lui a été donnée, c'est qu'ils ont reçu des ordres de là-haut. Alors, c'est là-haut, c'est là le problème de la Mauritanie. Le problème de la Mauritanie, c'est là-haut. C'est là-haut, vous ne savez jamais c'est qui. On vous dit, non, nous avons reçu des instructions de là-haut. Est-ce que si Ousmane Ba, le ministre, dit, moi j'ai reçu des instructions de là-haut, et n'avait pas désigné le Premier ministre comme étant le responsable qui lui a donné les instructions, il n'était pas obligé de dire qui c'est. Et est-ce que si Haddemin, par exemple, refusait de dire que les instructions qu'il a données à Ousmane Ba étaient des instructions qui lui avaient été données par le président de la République, parce que c'est là-haut, là le problème se pose. Et Bekrin a exécuté des instructions, parce que selon lui, c'est des ordres qu'il a reçus d'en haut. Et c'est en haut, il faut peut-être, bien qu'un jour la Mauritanie règle ce problème d'en haut, on ne peut pas développer un pays démocratique, un pays qui est régi par des lois et des textes, ça vient d'en haut. En haut, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et qui est parfois un en haut d'un en haut qui a reçu des ordres d'un autre en haut, et cet en haut a reçu des ordres d'en haut. Mais on est dans des en haut, mais personne ne peut vous dire exactement, moi j'ai reçu des ordres de tel, et tel dit j'ai reçu des ordres de tel. Mais maintenant, on a l'impression que les langues se délient, parce qu'on cite les personnes. Donc, Selman Ould Brahim, qui est un délinquant financier et économique, parce que quand on prend de l'argent, sachant bien l'origine de cet argent, et qu'on le séquestre, on est un receleur. Et un receleur, au vu de la loi, c'est un délinquant. Et c'est un délinquant qui doit être poursuivi. Il doit être poursuivi, même s'il a collaboré en tant que témoin, il doit être poursuivi pour des actes qui sont réprimés par la loi, parce qu'il est en conflit avec la loi. Ce n'est pas le cas de Ould Qadr. Ould Qadr, lui, n'est pas en conflit avec la loi. Non, Ould Qadr est un homme d'affaires à qui quelqu'un a confié de l'argent. Il a gardé l'argent jusqu'à ce que le monsieur vienne le chercher. Et le monsieur n'a pas eu le temps de le chercher parce qu'il a été poursuivi par une procédure de justice, mais il a informé donc les autorités judiciaires qu'il disposait de l'argent qui appartenait à ce monsieur et qu'il était prêt à le rendre. Maintenant, à savoir à qui le rendre. Et il a été lui-même, et de son gré, allé donc déposer, mettre l'argent en sécurité à la caisse de dépôt et de développement, en attendant que la justice décide, elle, est-ce qu'elle va prendre cet argent en compte comme pièce à conviction, et si elle va le mettre en dépôt, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, que cet argent qu'on prend à des individus qui sont poursuivis pour enrichissement illicite, c'est une loi qui a été votée sous le régime de Mohamed Abdelaziz, qu'il avait taillé d'ailleurs et fabriqué de toutes pièces pour neutraliser les moyens énormes financiers de Ould Bouamatou,
C'était une façon de punir Ouadbo. Et ils allaient même plus loin en disant que tous ceux qui peuvent contribuer à retrouver de l'argent des personnes qui sont poursuivies par la justice vont avoir justement une partie de cet argent pour le recouvrement qui a été fait. Et il n'y a pas longtemps, il a commencé à crier pour dire que ce n'est pas normal. Donc, ça c'est une autre histoire que je ne veux pas raconter, qui ne se raconte pas. Donc, l'argent est à la caisse de dépôt et de développement, où le cadre, en tant que citoyen, a donc mis l'argent en dépôt à la caisse, en attendant que la justice prenne cet argent en charge ou que la justice décide donc que cet argent est légal et licite pour le restituer à son propriétaire, Ould Abdelaziz, qui est énormément riche, il est très riche, et qui a beaucoup d'argent, mais dont l'argent dont l'origine n'est peut-être pas connue pour tout. Évidemment, l'avocate a dit l'autre jour, dans une déclaration qui se retourne contre elle et qui se retourne contre d'ailleurs son client, elle avait dit que cet argent est de l'argent qui a été donné à l'ancien président par un chef d'État arabe. C'est une autre histoire qu'on va raconter peut-être, mais qu'on ne racontera pas tout de suite et qui va susciter un énorme débat. Donc, pour résumer, 4 témoins qui sont passés à la barre, mais il faut dire que ce passage à la barre a été très intéressant. Pour la justice qui a commencé réellement à rentrer dans le fond des débats. Et ça, c'est très important. Et plus, au fur et à mesure qu'on avance, la justice donc va améliorer peut-être la procédure engagée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, peut-être que les premiers éléments, les 4 qui sont déjà passés à la barre, c'était des éléments qui étaient destinés à encourager les autres à déposer sous serment pour peut-être dire la vérité et rien que la vérité. Et on a comme l'impression que la vérité et toute la vérité, c'est celle qui peut aider à enfoncer l'ancien président. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Où que vous soyez, je vous remercie de votre attention. Riu, riu, riu.